Alors, les idées politiques du comte de Chambord. 2 siècles après sa naissance, le comte de Chambord demeure une personnalité méconnue. À défaut de gouverner la France, il y exerça sur les esprits une véritable royauté morale dont témoignent les nombreux éloges qui furent publiés à sa mort par ceux-là même qui ne l'avaient pas suivi. Ce prestige fut notamment nourri par la parfaite cohérence entre son action et sa pensée. Connaître le comte de Chambord exige donc de connaître sa pensée grâce à la consultation de son journal, à la lecture des manifestes adressés par lui à l'opinion publique, ainsi que par les échanges épistoliers qu'il cultiva avec différentes personnalités. Le comte de Chambord accordait une importance fondamentale à la définition et à la défense des principes. Je cite: « L'abandon des principes est la vraie cause de nos désastres. Une nation chrétienne ne peut pas impunément déchirer les pages séculaires de son histoire, rompre la chaîne de ses traditions, inscrire en tête de sa constitution la négation des droits de Dieu, bannir toute pensée religieuse de ses codes et de son enseignement public. Dans ces conditions, elle ne fera jamais qu'une halte dans le désordre. Elle oscillera perpétuellement entre le césarisme et l'anarchie, ces 2 formes également honteuses des décadences païennes, et n'échappera pas au sort des peuples infidèles à leur mission. » Ce court passage nous informe à la fois sur l'importance que le prince accordait aux principes, mais aussi sur ce qu'étaient ces principes. Le respect de l'héritage des pères et l'affirmation des droits de Dieu, la fidélité de la France à sa vocation chrétienne, gage de son redressement après les destructions de la Révolution. La pensée politique du comte de Chambord est contre-révolutionnaire. Elle se présente comme un corps de doctrine granitique. Elle entend appliquer aux réalités du XIXe siècle les principes d'une philosophie classique qui avait imprégné pendant 8 siècles la geste capétienne. Le prince avait un but: contrer la Révolution en réaffirmant les principes séculaires de la politique chrétienne. La restauration d'une monarchie chrétienne tempérée est à ses yeux le moyen de cette victoire contre la Révolution qui doit permettre de rendre à la France son harmonie. Un but: contrer la Révolution. Je cite: « La question révolutionnaire prime toutes les autres », soulignait le comte de Chambord. Conscient de la toxicité de la Révolution, le prince écarte fermement tout compromis avec l'esprit révolutionnaire. Car il serait vain de chercher à concilier cet esprit avec les principes séculaires de la politique chrétienne qui lui sont opposés point par point. Refuser tout compromis avec la Révolution. La Révolution a marqué profondément l'existence du comte de Chambord, contraint de partir en exil avec son grand-père alors qu'il n'a pas tout à fait 10 ans du fait d'une révolution. Mais il faut ici mentionner l'influence qu'a eue dans sa formation sa tante, la duchesse d'Angoulême, qui a participé à son éducation et qui l'a fait vivre dans l'intimité des heures sombres de la Révolution et de ce que l'on pourrait appeler de manière synthétique la passion du temple. Les progrès de la Révolution, aux 4 coins de l'Europe, le préoccupaient, comme en témoigne son journal. Il insistait sur la nécessité de faire preuve de la plus grande fermeté, ce qui le conduisit à rejeter toutes les expressions possibles de cette révolution qui, par-delà leurs contradictions apparentes, obéissent à une même logique, aussi bien l'anarchie que le césarisme, que l'individualisme et le libéralisme, y compris dans son expression catholique. Le comte de Chambord, cela a été souligné ce matin, était un catholique fervent. L'un des détails qui le révèle le mieux est sans doute le soin qu'il prend à célébrer chaque année l'anniversaire de sa première communion, qu'il mentionne dans son journal, ce qui témoigne d'une ferveur eucharistique particulière.
L'amitié avec le Christ était le cœur de son existence. Il aimait profondément l'Église, il était préoccupé par la menace qui pesait sur l'existence des États pontificaux, soutenant l'engagement des ouaves pontificaux à la tête desquels s'illustra son proche parent Athanase de Charette. Lors de la publication par le pape Pie IX de l'encyclique Quanta Cura et du syllabus qui l'accompagne, le prince ne cacha pas sa satisfaction, la confiant à son journal. À la date du 27 décembre 1864, je cite, « À Rome, très forte encyclique du pape condamnant les erreurs modernes, l'État athée, la liberté de conscience et des cultes, celle de tout écrire, la volonté du peuple contre le droit légitime, le système des faits accomplis, le communisme et le socialisme, la négation des droits du Saint-Siège, les principes des articles organiques du Concordat. » Le lendemain, le prince ajoutait « Le pape, dans son encyclique, rappelle l'excommunication dont sont frappés ceux qui détiennent les possessions de l'Église. Elle est suivie de 80 propositions condamnant les erreurs modernes et le libéralisme religieux de la nuance du correspondant. » En France, notamment, les réactions engendrées par la publication du syllabus mirent en lumière l'affaiblissement de la catholicité. Et le développement que je vais apporter ici est un élément de réponse à certaines des questions posées ce matin. D'une part, ces réactions révélaient la soumission de la grande majorité de l'épiscopat concordataire à l'égard du pouvoir politique. La grande majorité des évêques étaient les serviteurs de l'État, bien plus que ceux de l'Église. Ils suivent par conséquent le régime en place. Et c'est ce qui explique que lors de la publication du syllabus, les évêques qui ont bravé l'interdit gouvernemental de publier le syllabus ont été très peu nombreux. Monseigneur de Dreux-Brézé à Moulins, qui était légitimiste, Monseigneur Pie à Poitiers, qui l'était également, Monseigneur Dupanloup, qui a défendu le syllabus tout en offrant une interprétation un peu arrangée, un peu édulcorée. Il y a, je crois, l'archevêque de Besançon, la liste est vite faite. Les autres suivent le gouvernement et s'emploient à défendre le gouvernement face au pape, à commencer par Monseigneur Maret, dont il a été question ce matin. D'autre part, ces réactions trahissaient la conversion d'une large partie des élites catholiques au principe de la modernité philosophique. Ces réactions annonçaient les obstacles auxquels devait se heurter quelques années plus tard la restauration de la royauté légitime. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu le syllabus en 1865 qui ont, entre 1871 et 1873, empêché la restauration d'Henri V. Les catholiques libéraux de la nuance du correspondant, tant du côté orléaniste que du côté légitimiste, ont voulu se prémunir contre la restauration d'un roi du syllabus, d'un roi traditionnel, en lui imposant comme condition de sa reconnaissance par eux l'acceptation par lui de ce que l'on appelait alors les principes de 89, expression aussi vague et mouvante que l'est aujourd'hui la notion de valeur de la République. Le journal du prince montre ainsi à quel point les manœuvres de Falloux, l'une des figures du correspondant, et qui est légitimiste libéral, il montre à quel point les manœuvres de Falloux au sein du groupe légitimiste ont miné l'autorité du prince, ont miné l'autorité du prince dans les rangs même de ceux qui faisaient profession de le servir. On a parlé des ducs, et il est vrai qu'Albert de Broglie faisait aussi partie de l'équipe du correspondant. Et c'est, je pense, le point central de cette affaire. L'obstacle auquel s'est heurté Henri V, c'est l'équipe du correspondant. Voilà. On a parlé d'Albert de Broglie, mais il y a peut-être davantage Falloux, dont on voit bien dans le journal qu'il est la bête noire du prince. Parce qu'il est celui qui est toujours là dans l'ombre pour savonner son autorité auprès de ses amis. La question du drapeau ne fit qu'exprimer symboliquement des enjeux plus profonds, à savoir l'impossible conciliation entre la royauté légitime chrétienne et les valeurs révolutionnaires.
Je cite, « Personne sous aucun prétexte n'obtiendra de moi que je consente à devenir le roi légitime de la Révolution. » Composer avec la Révolution aurait exposé Henri V à bâtir les institutions sur le sable de circonstances mouvantes et de principes contradictoires, lui interdisant d'accomplir sa mission de roi chrétien, faire régner la justice dans la société française et ainsi en restaurer l'harmonie. Restaurer l'harmonie par le règne de la justice. Le comte de Chambord nourrissait une haute idée de sa mission. Il ne transigeait pas avec les devoirs qui lui incombaient. Héritier d'une lignée longue de rois sacrés qui avaient le devoir de faire régner dans la société la justice et l'équité, le comte de Chambord a eu le souci de rétablir le règne de la justice, estimant que de ce règne devait découler l'harmonie enfin retrouvée d'une France abîmée, pour reprendre l'expression de Xavier Martin, par le climat de guerre civile entretenu par l'esprit révolutionnaire. Être roi impliquait à ses yeux de cultiver les vertus qui couronnent l'homme de bien. Les écrits du prince témoignent de cette préoccupation. Le comte de Chambord honorait la dévotion à l'égard de Dieu, la piété filiale, la fidélité, la loyauté, la franchise, la justice, la générosité, le courage, la bravoure, la force et la charité. La politique d'Henri V était nourrie de l'esprit des miroirs de princes qui avaient guidé la conduite des rois chrétiens pendant plus de 1000 ans. Elle marquait ainsi une rupture avec la politique moderne, celle de Machiavel qui sépare la politique de la morale, celle de Locke et de Montesquieu qui fonde la politique sur l'agencement mécanique des pouvoirs afin de renouer avec la politique de Saint-Augustin qui définit le pouvoir comme un ministère, comme un service et non comme une domination. L'importance des vertus apparaît nettement dans le manifeste du 8 juillet 1871. Henri V y dénonçait les mensonges de la propagande révolutionnaire qui attisait contre la royauté légitime des peurs injustifiées. Au contraire, le prince entendait tenir au peuple un langage franc, sans ambiguïté. Je cite, « Entre vous et moi, il ne doit subsister ni malentendu, ni arrière-pensée. » Le prince y dénonçait également la violence de la minorité révolutionnaire en 1789 comme en 1871. L'étendard sans tache est non seulement à ses yeux le drapeau blanc de la première restauration, mais aussi un drapeau qui n'a pas été sali par les violences et par les crimes de la terreur, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs le prince de rendre hommage à la bravoure des soldats qui s'illustrèrent sur les champs de bataille derrière le drapeau tricolore. Je cite, « Je rends un sincère hommage à toutes ces grandeurs, et quelle que fût la couleur du drapeau sous lequel marchaient nos soldats, j'ai admiré leur héroïsme et rendu grâce à Dieu de tout ce que leur bravoure ajoutait au trésor des gloires de la France. » Le prince faisait découler son attachement au drapeau blanc du devoir de piété filiale qui s'imposait à lui. Je cite, « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier, de Jeanne d'Arc. Je l'ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi, mon aïeul, mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il a flotté sur mon berceau. Je veux qu'il ombrage ma tombe. » Sentant sa mort venir, Henri V devait demander à Athanase de Charette que la bannière blanche marquée du Sacré-Cœur, des ouaves pontificaux, déchirés par les balles du combat de Loigny, drapât le moment venu son cercueil, rendant ainsi un ultime hommage à ces chevaliers qui s'étaient engagés pour défendre les droits du pape avant de rentrer en France, défendre celle-ci contre l'invasion prussienne. La piété filiale est un principe de droit naturel que nous retrouvons dans toutes les civilisations. Cette piété, qui découle pour un chrétien du 5e commandement, « Tu honoreras tes pères et mères », donne toute sa consistance au patriotisme, amour porté à la terre des pères et volonté d'illustrer cette patrie par l'exercice des vertus. Dans la querelle des deux patries, remarquablement étudiée par le regretté Jean de Vigry, le choix du comte de Chambord était clair. Il rejetait la patrie abstraite inventée par les révolutionnaires, contrat reposant sur l'adhésion à des idées pour promouvoir la conception traditionnelle de la patrie fondée sur l'enracinement dans l'histoire et la géographie.
Au premier rang des vertus cultivées par le prince figurait la justice. Il souligna son importance à plusieurs reprises. Ce sens aigu de la justice nourrit les préoccupations sociales du comte de Chambord, l'attention qu'il portait aux humbles, aux laboureurs, aux artisans et aux ouvriers, la volonté exprimée par lui dans la lettre aux ouvriers de remédier à la terrible misère sociale, sanitaire et matérielle qui accablait le monde ouvrier depuis le commencement de la révolution industrielle. Je cite: « Ce sont les classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes, dont le sort a fait l'objet de mes plus vives préoccupations et de mes plus chères études, qui ont le plus souffert de ce désordre social », insistait-il dans le manifeste du 8 juillet 1871. Qui assurera aux classes laborieuses le bienfait de la paix, à l'ouvrier la dignité de sa vie, les fruits de son travail, la sécurité de sa vieillesse, s'interrogeait-il le 25 janvier 1872. Au-delà de la lettre aux ouvriers, le prince encouragea ses fidèles dans la voie d'un catholicisme social, illustré dès les années 1830 et 1840 par Villeneuve-Bargemont, par le comte de Melun ou encore par Hide de Neuville, avant d'être enrichi par les réflexions et les initiatives de la Tour du Pin, de Maurice Maignan et d'Albert de Mun dans les années 1870 et 1880. Le prince suivait d'ailleurs avec beaucoup d'empathie le combat mené par Albert de Mun, alors député de Pontivy. À plusieurs reprises, il l'encouragea de son approbation épistolière. Autour de 1880, Albert de Mun était, avec Paul de Cassagnac, l'un des deux hommes politiques pour lesquels le prince témoignait le plus d'intérêt. Par-delà le ralliement, Albert de Mun devait demeurer toute sa vie fidèle à Henri V, livrant le 24 août 1907 cette confidence qui éclaire son choix politique, je cite, « Voilà 24 ans que le comte de Chambord est mort, et depuis lors, je n'ai plus de foi politique. Je reste contre-révolutionnaire, mais je ne sais pas quelle forme peut revêtir cette contre-révolution. » Aux yeux d'Albert de Mun, comme aux yeux du prince, comme aux yeux de Monseigneur Frépel, dont il a été question ce matin, la contre-révolution exigeait, pour restaurer l'harmonie sociale, de ne pas céder à la tentation de rétablir n'importe quelle monarchie, une monarchie quelconque, drapée des couleurs de la Révolution, mais de restaurer la royauté chrétienne traditionnelle. Un moyen, la royauté chrétienne traditionnelle. La monarchie chrétienne et française est par essence une monarchie tempérée, affirmait Henri V dans le manifeste du 5 juillet 1874. L'équilibre institutionnel exigeait de redéfinir les règles de la représentation afin que celle-ci reposât sur une réalité sociale organique et soit ordonnée à la recherche du bien commun, ce qui impliquait la restauration des libertés locales étouffées par la centralisation napoléonienne. Restaurer une monarchie indépendante tempérée. Les élections générales du 8 février 1871, en offrant aux monarchistes une large majorité, rendaient possible une troisième restauration. Cependant, le prince, loin de crier victoire, avait une conscience aiguë des difficultés qui s'y opposaient. Je cite, « Les malheurs de la guerre n'ont pas corrigé le pays, qui a les mêmes passions et les mêmes aspirations, qui a les mêmes passions et avec quelques aspirations monarchiques, continue à être révolutionnaire. » Au printemps suivant, le prince rentra en France après 40 ans d'exil, s'installant à Chambord. Découvrant les obstacles glissés subrepticement sur sa route par les professionnels de la politique, il n'y resta que 3 mois, quittant la France dès le mois de juillet 1871. Cependant, au cours des années suivantes, le prince s'adressa à plusieurs reprises aux Français, sous forme de déclarations publiées dans la presse légitimiste, afin de leur expliquer ce que serait son règne s'ils acceptaient de le voir monter sur le trône de ses aïeux. Il s'agit des manifestes du 8 juillet 71, du 25 janvier 72, du 5 juillet 74, ainsi que de la lettre adressée à Charles Chenelon, publiée dans l'Union au début du mois de novembre 1873. Le manifeste du 8 juillet 71 révèle plusieurs thèmes importants. La monarchie d'Henri V serait tempérée par le contrôle de 2 chambres et par la restauration des libertés locales. Je cite, « Dieu aidant, nous fondrons ensemble, et quand vous le voudrez,
sur les larges assises de la décentralisation administrative et des franchises locales, un gouvernement conforme aux besoins réels du pays, nous donnerons pour garantie à ces libertés publiques auxquelles tout peuple chrétien a droit, le suffrage universel honnêtement pratiqué et le contrôle de 2 chambres, et nous prendrons, en lui restituant son caractère véritable, le mouvement national de la fin du siècle dernier. Ce passage, nous semble-t-il, présente une grande ressemblance avec la lettre qu'Alexis de Tocqueville avait adressée au comte de Chambord 20 ans plus tôt, le 14 janvier 1852. Un mois après le coup d'État perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte pour se maintenir au pouvoir, Tocqueville, qui était de tradition et de sympathie légitimiste, estimait que le comte de Chambord était le seul recours possible face au césarisme renaissant, à condition qu'il soit, face à ce césarisme, aux yeux de l'opinion, le garant des libertés. La monarchie qu'Henri V entendait incarner était une monarchie indépendante, confiant le pouvoir à un monarque fort, plaçant le roi au-dessus des discussions et des marchandages, afin qu'il pût être, au-dessus des intérêts particuliers, l'arbitre suprême et le garant du bien commun. Il estimait qu'un roi faible ne pourrait en rien faire régner la justice dans la société, il ne serait que la caution voilant la foire d'empoigne des intérêts. Il serait impuissant à protéger les droits des plus faibles face à l'appétit des puissants. Je cite, « L'union du peuple et du roi a permis à la monarchie française de déjouer pendant tant de siècles les calculs de ceux qui ne luttent contre le roi que pour dominer le peuple », rappelait-il le 5 juillet 1974. Là est la raison profonde, nous semble-t-il, de l'intransigeance opposée par le prince aux conditions que tentaient de lui imposer les libéraux conservateurs, qu'ils soient orléanistes ou légitimistes. Je cite, « Les prétentions de la veille me donnent la mesure des exigences du lendemain et je ne puis consentir à inaugurer un règne réparateur et fort par un acte de faiblesse. Nous avons ensemble une grande œuvre à accomplir, c'est pourquoi je veux rester tout entier ce que je suis. Amoindri aujourd'hui, je serai impuissant demain. » Cependant, cette monarchie n'était pas une monarchie absolue, ressuscitant des institutions détruites depuis longtemps, mais une monarchie tempérée, cherchant un équilibre entre l'indépendance du roi, chef de l'État, et la représentation de la population. Le prince espérait, en vue du bien commun, je cite, « le loyal concours de tous les dévouements ». Ce loyal concours de tous les dévouements exigeait de redéfinir les règles de la représentation afin d'éviter que celle-ci soit confisquée par les sociétés de pensée. Fonder la représentation sur les libertés locales. Les réflexions du prince autour de la délicate question de la représentation se combinaient avec la volonté de démanteler la centralisation jacobine consacrée par Napoléon Bonaparte et de restaurer les libertés locales, ce qui impliquait également de corriger l'évolution dommageable imprimée aux institutions de l'ancienne monarchie au cours du XVIIe siècle, par Richelieu, un peu, par Mazarin, beaucoup, par Louis XIV et par Colbert. Les réflexions du prince sur la décentralisation furent nourries par un édit de réforme du royaume préparé en 1832 par le duc de Blacas, qui prévoyait de diviser la France en 19 généralités, réunissant chacune plusieurs départements. Dans une lettre adressée au comte de Saint-Priest, le prince envisageait, je cite, « la réforme de ces lois injustes qui, tenant sous le joug par l'exagération de la centralisation administrative, les communes, les villes, les provinces, les associations diverses, les dépouillent des droits et des libertés qui leur sont le plus nécessaires. » Henri V consacra 2 lettres à la restauration des libertés locales. La lecture attentive de ces lettres semble témoigner, là encore, de l'influence probable exercée par Tocqueville, dont les réflexions en la matière présentent bien des similitudes avec celles du prince. Dans la première lettre, le prince proposait, je cite, de décentraliser l'administration largement, mais progressivement et avec prudence, sans lui enlever l'initiative et la sécurité qu'elle doit à la tutelle de l'État. Multiplier et mettre à la portée de chacun les occasions d'être
utile en se consacrant selon ses facultés à l'administration des intérêts communs. Faire que les rangs dans la société soient distribués suivant les capacités et les mérites. En appelant tous les Français à s'occuper plus ou moins directement de leurs intérêts dans leur commune, dans leur canton et leur département, on verra bientôt se former un personnel nombreux qui, à l'indépendance et à l'intégrité, joindra l'expérience pratique des affaires. Remarquez à quel point le comte de Chambord est ici très concret. Voilà. Et fonde ses libertés de manière très concrète. Il ne s'agit pas d'une liberté abstraite, il s'agit de liberté concrète. Ces libertés locales, au même titre que les corporations professionnelles dont le prince proposait la reconstitution, témoignaient de la volonté d'Henri V de rendre à la société sa vitalité naturelle, atrophiée par la prétention de l'État révolutionnaire d'absorber la société, de lui donner son existence et sa physionomie, et de contrôler toutes les expressions de la vie sociale. Aux disciples de Rousseau qui prétendent que tout n'existe que par la loi, expression de la volonté générale, et que rien n'existe hors de la loi, le prince répondait que la société a une existence naturelle, que l'État se doit de respecter en veillant à y faire régner la justice et la paix. Ces libertés locales nourrissaient le système de représentation imaginé par le prince, lequel, fondé sur le suffrage universel honnêtement pratiqué, reposait sur la sélection de notables ayant acquis une expérience progressive des responsabilités locales. Système qui présentait une certaine ressemblance avec celui établi par le pape Pie IX dans les États pontificaux au commencement des années 1850. Ainsi, les conseillers municipaux seraient élus au suffrage universel. Ils éliraient à leur tour les conseillers provinciaux, appelés à s'occuper des affaires des 19 provinces envisagées par lui. Ces conseillers provinciaux éliraient à leur tour les députés, appelés à délibérer sur les affaires nationales. L'ascension dans l'échelle administrative se ferait donc progressivement par une pratique des affaires de plus en plus sophistiqués. Ce sont ceux qui connaissent les affaires municipales qui sont appelés à participer aux affaires provinciales et ceux qui connaissent les affaires provinciales qui sont appelés à délibérer sur les affaires nationales. Le suffrage universel serait ainsi tempéré par un triple degré électoral permettant de consulter chacun sur les questions qu'il serait en mesure d'apprécier, de former les hommes à l'exercice des responsabilités et de sélectionner, en se fondant sur l'expérience et le mérite, les notables appelés à des responsabilités plus élevées, tout en préservant la représentation des manipulations des sociétés de pensée qui, depuis 1989, avaient maintes fois détourner à leur profit l'expression du suffrage en substituant leurs projets idéologiques aux attentes réelles et concrètes des Français. Je cite, « Nous avons ensemble une grande œuvre à accomplir. Je suis prêt, tout prêt à l'entreprendre, quand on le voudra, dès demain, dès ce soir, dès ce moment. C'est pourquoi je veux rester tout entier ce que je suis », affirmait-il dans sa lettre à Charles Chénelon en novembre 1873. Le comte de Chambord ne fut pas entendu. Il s'est offert en recours, attendant que les Français lui ouvrent les bras. Je cite, « La France verra la fin de ses épreuves quand elle voudra le comprendre. Je suis le pilote nécessaire, le seul capable de conduire le navire au port parce que j'ai mission et autorité pour cela », ajoutait-il le 5 juillet 1974. Louis XVI, Charles X et même Louis-Philippe, sur ce point plus Bourbon que citoyen, nous avait appris qu'un roi ne fait pas tirer sur son peuple et préfère sacrifier sa couronne plutôt que sacrifier des hommes au maintien de son trône. Henri V nous apprend, selon l'expression employée par Hippolyte de Villemessant dans le Figaro, que, je cite, « le roi ne conspire pas et ne consentirait jamais à s'imposer à la France. Il attendra donc dans la dignité qui lui convient le jour où la France l'appellera. » Le prince n'a jamais eu l'intention d'imposer sa volonté au peuple français et de le contraindre à la légitimité en usant de moyens
contraire à l'esprit de la légitimité. La contre-révolution n'est pas une révolution blanche, mais le contraire de la révolution. Elle ne peut pas s'opérer avec les moyens de la révolution que sont la révolte, le mensonge, le coup d'État et le crime. Elle exige de s'opérer avec les moyens qu'enseigne la morale chrétienne, à l'instar du Christ qui offre son amour aux hommes, mais se refuse à les contraindre à l'aimer, parce que cette contrainte annihilerait cet amour qui exige un engagement libre. Le comte de Chambord offrait aux Français de se rallier à lui, refusant non seulement le marchandage, mais aussi la contrainte, parce que la restauration de la royauté traditionnelle devait reposer sur l'amitié entre le prince et son peuple, engagement réciproque qui exige la liberté. Cet antilibéral qu'était le comte de Chambord était bien plus respectueux de la liberté d'autrui que ne l'étaient les libéraux. Ce respect profond qu'Henri V portait au peuple français nous fait ressentir toute l'acuité de la tragédie qui s'est jouée en France entre 1871 et 1874, faisant manquer à la France, du fait des manœuvres de son oligarchie, une belle occasion de réconciliation et de relèvement. À la mort du prince, Paul de Cassagnac, député bonapartiste du Gers, devait saluer en ces termes élogieux sa mémoire. Je cite et je conclurai par cette citation. « C'était une noble, une imposante figure que celle de monsieur le comte de Chambord, et il ne nous coûte pas de dire que nous l'avions en fervente admiration. Cet homme qui n'a jamais été qu'en exil a été un grand roi, plus grand que beaucoup de ceux qui ont occupé le trône. Sans couronne, sans royaume, il se trouve qu'il a régné. On lui a reproché de n'avoir pas voulu venir. Quelle amère dérision! On lui offrit le trône, c'est vrai, mais à des conditions inacceptables. Pour le Béarnais gouailleur, Paris valait bien une messe. Pour le comte de Chambord, la couronne ne valut jamais une lâcheté. Je vous remercie.